Nulle part, le pétrole n'est extrait à aussi faible coût que dans les pays du Golfe. Et l'or noir n'a pas fini de jaillir du sol. La demande, en revanche, pourrait se tarir plus tôt que prévu. En l'an 2000, un ex-ministre saoudien du pétrole déclarait « L'âge de pierre ne s'est pas terminé parce que nous manquions de pierre ». Les États du Golfe ont commencé à réagir. Investissement dans des bâtiments durables. Organisation d'événements sportifs internationaux. Renforcement du secteur touristique. Développement de la formation des jeunes. Production alimentaire pour remplacer les importations. Et depuis peu, exploitation de l'énergie solaire. L'Arabie saoudite doit sa richesse au pétrole. Mais dans le plus grand des pays du Golfe, le chômage et le manque de qualification génèrent des inégalités sociales. Le quotidien est rythmé par les pratiques religieuses ancestrales. À l'heure de la prière, la vie économique s'arrête. Mais la Maison royale veut aller de l'avant. Elle a lancé un plan de développement, baptisé Vision 2030, pour maintenir le niveau de vie du pays quand le prix du baril ou la demande baisseront. Mais la consommation d'énergie des Saoudiens eux-mêmes est très élevée. Ici, le soleil est avant tout une nuisance. En Arabie saoudite, 70% de l'électricité consommée en été est consacrée à la climatisation. L'ensoleillement est très important. Un panneau solaire en Arabie saoudite produit autant que 3 panneaux en Allemagne. Les générations futures auront besoin de toujours plus d'énergie. Plus de la moitié de la population est âgée de moins de 25 ans. Mais faute d'emplois privés et de formation adaptée, beaucoup de jeunes sont au chômage, notamment les femmes. Le Royaume d'Arabie saoudite compte 33 millions d'habitants, dont 20 millions de Saoudiens. Les recettes de l'État s'élèvent à 180 milliards de dollars, soit 157 milliards d'euros, dont 87% proviennent du pétrole. Le pays mise beaucoup sur le développement de l'énergie solaire. Cette équipe internationale de chercheurs crée des capteurs photovoltaïques de différentes formes. Des panneaux solaires miniatures. Vous voyez la tortue? L'équipe est dirigée par Derya Baran, une chercheuse turque titulaire d'un doctorat britannique et d'un contrat de recherche saoudien. Nous développons des encres qui peuvent être imprimées sur tous les types de supports flexibles. Ces supports entrent ensuite dans la fabrication des cellules photovoltaïques. En tant que femme scientifique en Arabie saoudite, je suis ravie de montrer aux autres chercheuses de la région qu'il est possible de faire bouger les choses. Au bout d'un certain temps, ces matériaux devront être jetés, ce qui est mauvais pour l'environnement. L'utilisation d'encre écologique sans solvant halogéné est donc une bonne solution. L'équipe a développé une autre technologie particulièrement innovante. Je viens de vous présenter une technologie révolutionnaire.
qui permet de transformer n'importe quelle fenêtre en panneau solaire. Nous sommes aujourd'hui en mesure de générer de l'électricité à partir de fenêtres recouvertes de revêtements spéciaux. Et à l'œil nu, ces fenêtres ont un aspect tout à fait ordinaire. Grâce à notre technologie, on peut transformer n'importe quel bâtiment en centrale électrique. La fenêtre solaire fait l'objet d'un des nombreux brevets déposés par la KAUST, l'Université des sciences et technologies, créée par l'ex-roi Abdallah. Une université privée qui ne dépend pas du ministère de l'Éducation. Le campus a ses propres règles de vie. Le port du voile n'est pas obligatoire. Peut-être un avant-goût de l'avenir dont rêvent de nombreux jeunes saoudiennes et saoudiens. L'architecture du centre de recherche solaire s'est adaptée au climat local. La toiture génère de l'ombre et des couloirs de vent apportent une fraîcheur naturelle. Le message véhiculé ici est clair. Demain sera différent. Le centre est dirigé par Ian McCulloch. Il a enseigné au très renommé Imperial College de Londres jusqu'en 2014, avant de s'installer ici, suivi par plusieurs de ses étudiants. Tous sont unanimes. Les équipements de la KAUST sont exceptionnels. Et l'université est financée en grande partie par une fondation, ce qui lui garantit une certaine sécurité de planification. Les chercheuses bénéficient même de libertés inédites. Ici, les prescriptions religieuses passent après la science. Je suis passionnée de chimie. J'adore ça. J'ai découvert ce domaine à l'âge de 16 ans. Ça a été formidable. Un vrai coup de foudre. J'ai eu envie de tout apprendre et d'en savoir de plus en plus. Nous tentons de créer des matériaux qui absorbent la lumière, qu'elle soit naturelle ou artificielle, mais principalement celle du soleil. La lumière est utilisée ensuite pour provoquer une réaction chimique qui va créer de l'hydrogène, dans notre cas, à partir de l'eau. C'est ce qu'on appelle le craquage de l'eau. L'hydrogène ainsi obtenu représente une source d'énergie stockable. En clair, il sera à terme possible de remplacer un baril de pétrole par un gros cylindre d'hydrogène. De l'hydrogène au lieu du pétrole. Une révolution que la prochaine génération réussira peut-être à mettre en œuvre. Notre espoir est bien sûr de voir nos étudiants intégrer les entreprises saoudiennes influentes et modernes pour y occuper des postes clés. D'une certaine manière, nous formons l'élite des étudiants saoudiens. L'université KAUST est un modèle. Nous espérons qu'il sera reproduit dans toute l'Arabie saoudite. Même les enfants sont pris en charge. Tout est fait pour aider les scientifiques à préparer l'économie de l'après-pétrole. J'ai repris le travail quand ma fille a eu environ 2 mois et demi. Oui, 2 mois et demi. J'avais alors récupéré de l'accouchement et appris à m'occuper du bébé. C'était le bon moment pour retourner au travail. En Arabie saoudite, une mère de famille qui travaille à plein temps fait figure d'exception. Nous avons chacun des tâches et des responsabilités au sein du ménage, et l'un envers l'autre. Ça se passe très bien, grâce à Dieu. Bien sûr, cela ne va pas sans quelques difficultés et quelques défis. Je fais confiance à Shahad, et je crois en elle. Elle a notamment décroché son bachelor, alors même que nous venions de nous marier. Elle a obtenu d'excellents résultats. À présent, son rêve a grandi. Elle veut aller plus loin, et c'est à moi de l'aider. La famille habite sur le campus. Wael, le mari, travaille à la Mecque à 2 heures de route.
il fait les allers-retours pour que sa femme puisse poursuivre ses recherches et contribuer aux technologies qui assureront l'avenir du royaume. Mais avant que l'énergie solaire ne remplace le pétrole, plusieurs obstacles restent à surmonter. Par exemple, la poussière. L'Arabie saoudite bénéficie de plus de 3000 heures d'ensoleillement par an. En revanche, il ne pleut quasiment jamais. Quand les panneaux solaires sont encrassés, ils produisent entre 20 et 30% d'énergie en moins. L'idéal serait d'enlever la poussière tous les jours pour éviter qu'elle ne s'accumule. Ce panneau, par exemple, en est complètement recouvert. Mais avec une brosse à poils dure, ça s'enlève assez facilement. Brosser au lieu de nettoyer. C'est pour réaliser cette idée que l'Australien Georg Eitelhuber a créé sa société, baptisée Nomad. Il a recruté Ahmad Al-Dossari, un ingénieur saoudien qui, comme lui, cherchait à résoudre le problème de la poussière sur les panneaux solaires. Je ne savais pas que quelqu'un d'autre tentait de résoudre ce problème que j'avais moi-même observé chez plusieurs clients. Et je lui ai dit, il faut absolument trouver une solution. J'aimerais rejoindre votre équipe pour travailler là-dessus, car c'est un obstacle majeur au développement de l'industrie solaire. Et voici la solution. Un bras électronique équipé de brosses qui retire la poussière des panneaux photovoltaïques avant qu'elle n'ait le temps de se fixer. Jamil Jowai est ingénieur en informatique. Une bourse de la KAUST l'a convaincu de quitter les États-Unis et de rentrer au pays. Je ne me voyais pas rester très longtemps en Arabie Saoudite. Mais j'ai changé d'avis grâce à la KAUST, où les choses évoluent dans une direction qui me convient. Dans le passé, nous avons considéré qu'un problème était une chose à éviter ou à ignorer, plutôt que de saisir l'opportunité qu'il représentait. C'est une mentalité qu'on retrouve non seulement au Moyen-Orient, mais dans le monde entier. Actuellement, nous constatons qu'on peut appréhender un problème par sa valeur, et donc, on l'aborde différemment. Si vous travaillez dans un environnement qui a une structure linéaire, dans lequel vous faites partie d'un fonctionnement établi, l'échec est perçu comme négatif, parce qu'il va mettre en difficulté toutes les étapes situées après la vôtre. Mais quand vous innovez, vous ne savez pas ce qui va arriver. L'avenir est ouvert et tout est possible. Le concept même de l'échec devient obsolète. Il faudra peut-être faire une dizaine de tentatives avant de découvrir quelque chose qui fonctionnera parfaitement. Pour Ahmad et Jamil, la recherche et l'innovation sont conciliables avec le respect des traditions. Le royaume compte beaucoup de jeunes, et ils sont nombreux à vouloir du changement. Ça ne veut pas dire que la tradition doit entièrement disparaître, mais tout peut coexister. L'après-pétrole nécessite également des capitaux étrangers. Mais la conférence des investisseurs, qui s'est tenue à Riyad à l'automne 2018, a attiré moins de visiteurs occidentaux que l'année précédente. L'assassinat de Jamal Khashoggi, un journaliste saoudien d'investigation, a assombri les relations entre l'Arabie saoudite et l'Europe et les États-Unis. Une preuve de plus que l'économie et la politique sont étroitement liées, surtout dans cette région du monde. Pourtant, l'Arabie saoudite ne manque pas d'atouts. La vallée industrielle du roi Abdallah offre aux investisseurs étrangers des loyers modiques, de l'énergie à prix réduit et une imposition minimale. Mais pour l'heure, la demande reste limitée.
Aux abords de la zone industrielle, une ville nouvelle doit voir le jour. Elle pourra accueillir 2 millions d'habitants. Ici, un port industriel sortira du désert. Une autre ville nouvelle, plus grande encore, est en projet dans le nord du pays. L'Arabie saoudite l'a bien compris. Un jour, le pétrole ne suffira plus à financer le royaume. L'un des concurrents régionaux de l'Arabie saoudite est l'Émirat du Qatar. Plus petit, mais économiquement tout aussi puissant, grâce à ses immenses réserves de gaz naturel. Depuis septembre 2017, le Qatar vit sous le coup d'un blocus économique de ses voisins qui le suspectent de financer le terrorisme. La situation a renforcé la fierté nationale des Qataris, convaincus que leur pays peut se passer de l'aide de ses puissants voisins. Les travailleurs immigrés sont le moteur de l'économie qatari. Pour l'avenir, l'émir veut développer une économie privée indépendante du gaz et améliorer le niveau de qualification des Qataris. L'Émirat du Qatar compte 2,6 millions d'habitants, dont 240 000 Qataris. Les recettes de l'État se chiffrent à 44 milliards de dollars, soit 38,4 milliards d'euros, dont 76% dépendent du gaz naturel. Pour sortir de la dépendance au gaz, le Qatar mise sur le développement des médias. La chaîne Al Jazeera est particulièrement influente dans cette région du globe, ce qui lui vaut de nombreux ennemis. Pour les journalistes arabes de la chaîne, Al Jazeera est un îlot de liberté dans l'océan des chaînes d'État. Al Jazeera est un organe financé par le Qatar. C'est un fait indiscutable depuis le lancement de la chaîne. Cependant, l'État lui permet, ainsi qu'à ses journalistes, de rester indépendants. Et cela favorise la liberté d'expression. Selon certaines critiques, cette indépendance s'arrête là où commencent les intérêts du gouvernement qatari. Ce que les collaborateurs contestent, notamment sur Al Jazeera en anglais. Depuis 2006, la chaîne, basée à Doha, concurrence des diffuseurs internationaux comme la BBC et CNN. Il est très important de couvrir l'actualité du Moyen-Orient depuis le Moyen-Orient. Nous abordons tous les sujets que nous estimons dignes d'intérêt. Al Jazeera représente un atout pour le Qatar, qui est le pays qui a favorisé la création d'une chaîne globalement perçue comme un phare de la liberté d'expression et de la liberté de la presse dans cette région du monde. Ce n'est pas rien. Pour le Qatar, l'investissement a payé. La chaîne satellitaire a fait connaître le petit émirat dans le monde entier, et pas seulement en tant qu'exportateur de gaz. Le Qatar a la chance de bénéficier de ressources naturelles et d'une position très centrale au Moyen-Orient, et même dans le monde. Cela se ressent non seulement dans sa politique étrangère, mais également dans le secteur éducatif, avec la création d'une ville de l'éducation, un pôle éducatif pour toute la région. Le Qatar a attiré des universités internationales, mais aussi des groupes de réflexion, comme le Brookings Institute américain. Le Qatar a décidé que l'économie du savoir et le secteur éducatif seraient les éléments clés de sa diversification. De façon générale, il y a de la place ici pour un dialogue intelligent et indépendant. Les chercheurs et les organisations implantées au Qatar travaillent en toute liberté. De fait, l'Institut Brookings s'autorise certaines critiques sur la politique économique de la région. Une grande partie de la population du pays travaille pour le gouvernement,
soit au sein du gouvernement même, soit comme employés de la fonction publique. Ils touchent des salaires assez élevés pour peu d'heures de travail et bénéficient de la sécurité de l'emploi. Ça fait beaucoup d'avantages. Mais quand un pays veut se diversifier, il mise généralement sur le secteur privé. Et pour cela, il faut encourager l'esprit d'entreprise et la prise de risque. La prise de risque, cela consiste par exemple à construire une gigantesque ferme laitière au milieu du désert. C'est ce qu'a fait la société Baladna en important 20 000 vaches de race Holstein depuis 2017. Les plus grosses contraintes ici sont la température et l'humidité. De nombreux spécialistes du monde entier sont venus nous dire que c'était bien le dernier endroit sur Terre pour construire une ferme-usine comme celle-ci. C'était donc une vraie gageure. Mais l'été vient de s'achever et nous nous en sommes plutôt bien tirés, même s'il y a eu une baisse de la production de lait en raison du stress lié à la canicule, comme en Europe d'ailleurs. La plupart des bêtes proviennent du sud des États-Unis, comme le directeur de la ferme. Est-ce qu'elles voient la lumière du jour? Bonne question. Ces vaches sont presque tout le temps à l'intérieur. Nous avons quelques rares enclos dehors, mais le plus clair du temps, elles restent ici. C'est à cause du climat, il fait très chaud ici. Nous les gardons au frais et comme vous le voyez, elles se sentent bien. Les ventilateurs, qui tournent jour et nuit, maintiennent une température de 25 degrés. C'est un peu bruyant, mais les vaches s'y habituent. C'est comme vivre à côté d'une voie ferrée. Au départ, le bruit vous gêne et puis vous vous y faites. Et à la fin, on ne le remarque plus. Le cas Baladna montre une fois de plus à quel point l'économie est tributaire de la politique. En juin 2017, l'Arabie saoudite rompt ses relations avec Doha. Du jour au lendemain, les pays voisins cessent leurs exportations vers le Qatar, notamment celles de produits alimentaires destinés à la population. Avant le blocus, le pays dépendait à 85% des importations. C'était une situation de vraie dépendance alimentaire. Et le gouvernement qatari a décidé de réagir. C'est là que tout s'est accéléré. En l'espace d'un an, la société Baladna est parvenue à couvrir les besoins en lait de tout le pays. Pour le gouvernement, le blocus a été l'occasion d'une prise de conscience. Le Qatar est un pays aride. Nous sommes à l'origine d'une initiative pour la création d'une alliance entre pays arides. Nous ne disposons d'aucune ressource naturelle en eau douce. Nous sommes totalement dépendants de la désalinisation de l'eau. C'est pourquoi la sécurité alimentaire est un élément vital. Dans le secteur privé, le moteur principal de l'activité reste le bâtiment. À Doha, le nombre de tours ne cesse d'augmenter. La capitale se dote également d'un réseau de métro avec 3 lignes. Les milliers de travailleurs nécessaires à ce projet viennent de l'étranger. Le Qatar, sous la pression de vives critiques internationales, a amélioré leurs conditions de travail. Mais la plupart d'entre eux arrivent sans formation et apprennent le travail sur les chantiers. Les contrats proposés ici n'attirent pas les ouvriers qualifiés. De nombreux Qataris travaillent dans l'administration ou dans les entreprises d'État. Au Qatar, si la tradition est très ancrée dans la société, certains projets permettent de faire évoluer les mentalités. Qatar Rail est un nouveau moyen de transport extrêmement moderne. Il répond aux plus hautes normes de sûreté, en plus d'être respectueux de l'environnement. Outre la sécurité, le métro offre aux usagers gains de temps, d'argent et bien entendu d'énergie. Les économies d'énergie réduiront la dépendance au gaz. C'est en tout cas la conviction des planificateurs de Mshereb,
un écoquartier créé au centre de Doha et dont le nom s'inspire de celui des fontaines ombragées des anciennes cités du désert. C'est une toiture que l'on peut fermer, de sorte à avoir de l'ombre partout pendant la journée. Ici, nous avons créé un nouveau langage architectural. Les façades, par exemple, sont décorées de pierres dont la structure empêche le soleil de taper directement sur les bâtiments. Les architectes se sont inspirés du passé, de l'époque où aucune habitation qatari n'était équipée d'une climatisation énergivore. À Mchereb, c'est le vent qui rafraîchit l'atmosphère. On le ressent particulièrement dans les quelques bâtiments anciens qui ont été préservés. Cette maison est construite de manière à laisser entrer le vent du nord, qui rafraîchit alors tout le bâtiment. Le sol présente lui aussi plusieurs avantages. Il ne retient pas la chaleur et la maison reste ainsi toujours fraîche. En revanche, le sol retient la poussière et le vent n'en soulève pas lorsqu'il souffle dans la maison. Les immeubles d'habitation et de bureaux consomment jusqu'à 30% d'énergie en moins. Un résultat à la mesure des ambitions du gouvernement qatari. Doha, un ancien village de pêcheurs, s'est transformé en quelques décennies en une capitale vivante et dynamique qui attire de nombreux visiteurs occidentaux. Et le petit émirat célèbre fièrement son indépendance dans cette région du monde. Le Qatar a pris une place importante dans le contexte international et il entend bien la conserver. Le ministère des Affaires étrangères contribue lui aussi au projet Vision 2030, qui vise à émanciper le pays du gaz naturel. Les gens pensent parfois que notre plan Qatar National Vision 2030 n'a fait que suivre le mouvement initié par d'autres pays. Mais en fait, ce plan existe depuis 2008. À cette époque, nous n'avions pas encore obtenu l'organisation de la Coupe du monde de football. Et aujourd'hui, nous l'avons intégré dans notre vision d'avenir. Les manifestations sportives, elles aussi, sont une alternative au gaz. Le stade Khalifa permet d'accueillir des épreuves sportives, même en été. Une prouesse rendue possible par un système de climatisation colossal, le plus grand du monde dans un stade non couvert. Le comité qatari d'organisation du Mondial 2022 prépare aussi l'après-Coupe du Monde. Il travaille entre autres sur la question de comment les savoir-faire importés à l'occasion de la compétition pourront servir sur le long terme. L'organisation des événements sportifs dépend beaucoup d'experts internationaux. Ils arrivent, ils mettent les choses en place, puis ils vont préparer l'événement suivant. Pour que leur savoir reste au Qatar et dans la région, nous avons créé le Juzo Institute, qui propose des formations dans l'événementiel sportif. Et l'industrie du sport va de pair avec la durabilité. C'est en tout cas le message du comité organisateur. Le Qatar construit le premier stade homologué par la FIFA, appelé à disparaître une fois le tournoi terminé. Après la compétition, le stade sera intégralement démantelé et recyclé. Il pourra être remonté ailleurs, ou bien servir à la construction de plusieurs installations plus petites. Le stade est composé de conteneurs maritimes et de poutres d'acier. Après la Coupe du Monde, le Qatar pourrait théoriquement le revendre au Mexique, au Canada ou aux États-Unis, qui co-organiseront l'édition de 2026, à condition que la politique joue le jeu. Le sultanat d'Oman ne se distingue pas uniquement visuellement de ses voisins et de leur gratte-ciel.
il dispose aussi de plus d'alternatives au pétrole et au gaz. Ses réserves fossiles sont moins importantes et le développement de son économie date d'avant le pétrole. La pêche, l'artisanat et le commerce rythment toujours la vie du pays. Et les femmes participent à la vie de la société. Oman entretient des relations diplomatiques avec tous les pays du Golfe, y compris le Qatar. Même l'islam pratiqué ici est plus tolérant qu'ailleurs. Le sultanat d'Oman compte 4,6 millions d'habitants, dont 2,5 millions d'Omanais. Les recettes de l'État s'élèvent à 22 milliards de dollars, soit 19,25 milliards d'euros, dont 73% proviennent du pétrole et du gaz naturel. Matra est le quartier historique de Mascate, la capitale d'Oman. C'est aussi sa principale curiosité touristique. Plus de 3 millions de visiteurs, pour la plupart français et allemands, se rendent chaque année à Oman. Après le pétrole et le gaz, le tourisme est le troisième secteur économique du pays. Il affiche une croissance annuelle de 6%. Le gouvernement prévoit de construire un port face à la vieille ville pour accueillir des paquebots géants. Mais le tourisme de masse ne risque-t-il pas de dénaturer le charme de l'endroit? C'est la question à laquelle tente de répondre Manuela Gutberlet, une géographe allemande installée à Mascate depuis 14 ans. Oman a de nombreuses richesses à préserver, comme nous le confirme une visite du musée Beit al-Baranda. Les abayas noirs sont arrivés avec le pétrole et avec l'influence des Saoudiens et de leur mode de vie conservateur. Manuela Gutberlet veut développer un tourisme durable à Oman. Nous sommes un pays conservateur. Si vous allez dans un village dans les terres, faites attention à votre tenue, à votre façon de parler. Observez votre environnement et conformez-vous aux usages du pays. Ainsi, vous, les touristes, profiterez de votre séjour et nous, les villageois, vous accueillerons à bras ouverts et communiquerons avec vous. Depuis des siècles, l'encens fait partie des produits traditionnels du souk de Matra. Que deviendront ces modestes échoppes si le tourisme de masse se développe? Manuela Gutberlet a interrogé les commerçants. Ils se sont d'ores et déjà adaptés aux touristes. Ils vendent aujourd'hui moins d'objets quotidiens et davantage de souvenirs. De plus en plus d'Omanais ferment leurs boutiques ou les louent à des immigrés. En 2017, Oman a accueilli environ 200 000 passagers de bateaux de croisière. Cela semble peu, mais quand on sait que Matra compte à peu près 200 000 habitants, on se rend compte que c'est beaucoup. On arrive très vite à saturation. De nombreux Omanais quittent Matra. Ils ne reconnaissent plus le quartier de leur enfance. C'était multicolore par ici. Aujourd'hui, ça l'est toujours, mais avec beaucoup d'artifices. Du toc dépourvu de substance. C'était différent quand les Omanais tenaient les magasins. Certaines boutiques font de la résistance et continuent de proposer des produits qui répondent aux besoins de leur clientèle locale. Certains Omanais viennent de très loin, nous dit ce commerçant. Son père est arrivé d'Inde en 1929. Il est parti de rien. Les Omanais ont été très accueillants et l'ont beaucoup aidé. À l'époque, il leur achetait du citron séché, de l'ail et du piment séché. Pour l'avenir de sa boutique, il n'a qu'un seul souhait, que tout reste comme aujourd'hui.
Un séjour à Oman ressemble parfois à un voyage dans le temps. Le Djebel Akdar est une chaîne de montagnes au nord du pays. Le petit village Soukra a été construit il y a 4 siècles. Abdallah al-Shriki est né ici, comme ses frères et ses cousins. Avec sa famille, il transforme les habitations de leurs ancêtres en maisons d'hôtes pour touristes. C'est mon grand-père qui occupait cette pièce. C'était sa chambre. On badigeonne le bois avec de l'huile d'olive de préférence, parce que c'est une huile naturelle. Ça préserve la beauté de la porte et ça protège le bois. Il y a quelques années encore, 4 familles vivaient ici avec le grand-père de Mohamed. La vie se déroulait à l'extérieur. Les pièces servaient à dormir ou à préparer les repas sur le foyer intérieur. Évidemment, la vie était dure ici, à l'écart des routes, des voitures et des nouveaux modes de vie. Depuis que la route permet de rejoindre l'autre côté de la vallée, les habitants ont emménagé dans des maisons plus modernes. La vie dans le nouveau village est bien sûr beaucoup plus confortable que dans l'ancien. On a accès au réseau routier en voiture. Tout ce dont on a besoin se trouve désormais à proximité. On a l'électricité, la télévision et d'autres moyens assurant le confort. On a tout aménagé très simplement pour créer quelque chose de spécial. Notre maison d'hôte est différente des hôtels. Les touristes peuvent y faire l'expérience de la vie à l'ancienne. Le tourisme durable, une alternative possible au pétrole et au gaz. Depuis toujours, la pêche est un secteur important de l'économie omanaise. Ammar al-Sinani a grandi dans une famille de pêcheurs à Kourayat. Mais comme partout dans le monde, son activité est de moins en moins rentable. Nos grands-pères nous racontaient qu'ils venaient pêcher ici, au bord de la mer. Aujourd'hui, les gens vont de plus en plus loin pour trouver du poisson. La solution, c'est l'aquaculture. Le ministère de l'Agriculture et de la Pêche a créé un centre de recherche pour développer ce secteur d'activité. Le directeur a accepté de nous recevoir. Ces poissons sont des dorades silverbeam. Ils viennent d'Oman. Nous les avons élevés ici, dans le centre. L'objectif étant de passer à une production en quantité commercialisable. Actuellement, les poissons et la nourriture nécessaires à l'aquaculture omanaise sont importés de l'étranger. Il n'y a toujours pas d'usine d'aliments pour poissons à Oman. Mais nous testons nos premiers produits locaux que nous vendrons bientôt à des fermes aquacoles. Les Omanais consomment beaucoup de poissons et leurs réserves sont insuffisantes. Ici, à Oman, on connaît une certaine pénurie ou une baisse de production de nombreuses espèces à cause de la surpêche. On est ainsi passé de centaines de tonnes à quelques dizaines de tonnes à peine. L'aquaculture est une alternative et un moyen de reconstituer les stocks. En tant que pêcheur, lorsque j'ai entendu parler de l'aquaculture pour la première fois, j'étais plutôt réticent.
Je n'aimais pas l'idée de nourrir artificiellement le poisson et de le garder dans des bassins au lieu de le laisser partir. Mais après un barbecue où on a goûté à ces poissons, je les ai trouvés délicieux. Depuis plus d'un an, Amar travaille pour Blue Waters, une société d'aquaculture dont 80% des salariés sont omanais. Contrairement à leurs voisins, les habitants du sultanat ne rechignent pas à accepter des emplois en extérieur, loin des bureaux climatisés. Dans certains États voisins, le travail dans le secteur privé est toujours perçu comme moins stable qu'un poste dans la fonction publique. Je conseille aux jeunes de ne pas se limiter à la fonction publique dans leur recherche d'emploi. Si on ne trouve rien dans le secteur public, on peut alors se tourner vers le privé. En 2017, Blue Waters a installé ses premières cages de pisciculture en mer. Un an plus tard, le rendement s'élevait à 350 tonnes de poissons. Quand j'ai trouvé ce travail, j'étais heureux, car c'est un emploi maritime. Et moi, j'adore la mer. Mon passe-temps et mon travail ne font plus qu'un. Demandez aux jeunes du monde arabe quel a été le facteur déterminant qui les a aidés à trouver un emploi. Plus de 80% d'entre eux vous diront que ce sont leurs relations. C'est cet état d'esprit qu'il faut changer. Ne plus se dire qu'on a un poste grâce à un proche, mais parce qu'on est compétent et intéressé par ce qu'on fait. Notre nation, tournée vers la mer, est une nation de voyageurs. Nous avons sillonné la région, l'Afrique ou encore le sous-continent indien. Mais à l'âge du pétrole, cette tendance n'a pas été développée. Les gens sont moins enclins à prendre des risques. Pour aller de l'avant, nous devons apprendre aux jeunes à être plus entreprenants et plus innovants. Les minéraux sont eux aussi une alternative au pétrole et au gaz. Oman en fait commerce depuis l'Antiquité. Le calcaire d'Oman est composé de carbonate de calcium pur, un élément nécessaire à la fabrication du ciment. Comme vous le voyez, il est très blanc et sa pureté est idéale pour le ciment. Oman est l'un des rares pays de la péninsule arabique à disposer de roches solides. 2% du produit intérieur brut provient de l'exportation de minéraux. La demande est boostée par l'industrie du bâtiment, une activité en pleine croissance dans la plupart des pays du Golfe. Les minéraux jouent un rôle important à Oman. Mais dans ce domaine, le défi majeur, c'est l'environnement. Il faut mettre en œuvre une stratégie pour ne pas utiliser l'intégralité de nos ressources et garder des réserves pour l'avenir. Il faut aussi poursuivre la recherche et le développement, parallèlement à l'exploitation minière. Le directeur de production a doté son usine d'un laboratoire. Ses travaux sur le ciment donnent actuellement lieu à une thèse de doctorat qu'il soutiendra à l'université de Leeds. Ce ciment est élaboré à partir de résidus d'hydrocarbures. Nous cherchons un moyen de recycler ces matériaux et d'en faire une matière première pour le ciment. Les premiers essais ont été concluants. Les déchets industriels sont transformables en matière première.
Hilal Al-Dameri mise sur le développement durable et sur la place des femmes dans la société. Par exemple, en qualité d'ingénieur. De plus en plus d'Omanaises font des études et beaucoup s'intéressent aux sciences naturelles. L'université allemande de technologie de Mascate est la seule université allemande de la péninsule arabique. Ici, la plupart des étudiants sont des femmes. Ce phénomène s'explique en partie par le fait que de nombreux hommes privilégient des études à l'étranger. Le nombre important de femmes incite beaucoup d'étudiantes à choisir des cursus qui, en Europe, sont plutôt dominés par les hommes. Par exemple, les géosciences appliquées, enseignées ici par le professeur Wilfried Bauer d'Aix-la-Chapelle. Certaines étudiantes, nous dit-il, trouvent leur vocation professionnelle durant leurs études. La plupart des membres de ma famille travaillent dans l'industrie pétrolière. En tant qu'ingénieur géologue, je pourrais moi aussi travailler dans ce domaine. J'ai d'ailleurs fait des stages dans des compagnies pétrolières. Mais je peux également me diriger vers l'industrie des minéraux, qui est un secteur nouveau à Oman, ou vers le géotourisme ou l'hydrologie. Le choix est vaste. Les géosciences ouvrent des perspectives économiques nouvelles en s'emparant du passé géologique d'Oman. Oman dispose de la plus grande ophiolite de la planète. C'est un ancien plancher océanique qui, il y a plus de 90 millions d'années, s'est rompu et s'est placé sur la plaque arabique. C'est un phénomène tout à fait unique. Chaque année, des milliers de géologues viennent ici pour étudier la manière dont ce plancher océanique est structuré. Normalement, un plancher océanique se trouve à des kilomètres de profondeur. Ici, il affleure à la surface. La géologue Aïcha Al-Ajri se rend sur cet ancien plancher océanique. Ou plus exactement, elle se déplace entre ces différentes couches. À Oman, elles sont en effet analysables séparément. Aïcha Al-Ajri travaille à plein temps. Elle est mère de famille et vice-présidente de la Société omanaise de géologie. Elle documente et cartographie le passé de son pays. 800 millions d'années d'histoire géologique. Voici la partie la plus élevée de l'ophiolite. Il s'agit de basalte en coussin. Il s'est formé au fond de la mer. Quand le magma entre en contact avec l'eau froide, il se solidifie et il prend la forme de coussins. Les géologues reconnaissent ces coussins de lave au premier coup d'œil. La partie inférieure de l'ophiolite d'Oman est composée de roches liquides du manteau terrestre qui se sont solidifiées au contact de l'eau à quelques kilomètres en dessous du plancher océanique. Ces roches sont uniques en leur genre. Elles attirent l'attention du monde entier. Récemment, certaines études ont avancé une théorie selon laquelle l'ophiolite pourrait absorber le gaz carbonique de l'air et le transformer en différents minéraux. Le pourcentage de gaz carbonique dans l'atmosphère s'en trouverait réduit. Le CO2, ennemi numéro 1 du climat avalé par de la roche, Oman, pays producteur de pétrole, pourrait ainsi contribuer à réduire l'impact des énergies fossiles. Mais pour cela, il faudrait le soutien de sultans. Et c'est d'ailleurs le problème principal de toutes les visions d'avenir dans le Golfe. Sans changement de cap politique, l'économie n'évoluera pas. D'ordinaire, nous ne considérons que l'angle économique de la diversification, alors qu'il faudrait également tenir compte de son aspect politique et social pour qu'elle ait un réel impact. Jusqu'à présent, notre approche a été exclusivement unilatérale. La région est dirigée depuis longtemps par des chefs d'État omnipotents. Ils ont du mal à partager le pouvoir, et cela constitue un obstacle majeur. Nous devons donc apprendre à nous défaire de ces pratiques du passé et essayer d'agir autrement. Il faut qu'on soit plus ouvert et plus juste envers le peuple.
Bon nombre des projets de diversification sont en plein essor. Mais que se passera-t-il le jour où les recettes pétrolières et gazières prendront fin? Ces projets pourront-ils continuer à être menés? Dans la plupart des cas, la réponse est négative. Dans l'ère de l'après-pétrole et de l'après-gaz, il faudrait aller vers une diversification plus durable. Et ça, c'est plus difficile à réaliser. La prochaine génération parviendra peut-être à réaliser ces changements. Pour maintenir son niveau de vie, elle devra bouleverser les habitudes économiques et politiques. Les nouvelles générations ont de l'ambition. Elles ont compris que les anciennes structures s'ouvraient lentement à de nouvelles possibilités. Et elles ont envie de faire partie de ce processus. Mais un vrai changement implique aussi que les hommes et les femmes y prennent une part égale. Je crois aux compétences des femmes. Elles peuvent réaliser beaucoup de choses positives et contribuer au développement du pays. Si nous, les enfants du pays, ne bâtissons pas Oman, qui d'autre le fera? Nous devons travailler pour cela et ne déconsidérer aucun métier. La promotion professionnelle est possible, mais il faut accepter de commencer au bas de l'échelle. Plus que jamais, il faut une génération qui a le courage de tenter des expériences nouvelles sans avoir peur d'échouer. Nous représentons l'avenir de l'Arabie saoudite. C'est nous qui allons changer l'avenir de ce pays. Tous ces jeunes sont optimistes et convaincus d'une chose, un avenir est possible au-delà du pétrole.